Imagine un instant que tu te réveilles. Il est 3 heures du matin. La chambre est silencieuse, plongée dans une obscurité douce. Ton corps est allongé, immobile, mais ton esprit, lui, est déjà en train de tourner à plein régime. Tu regardes le plafond. Tu ne sais pas exactement pourquoi tu es éveillé. Et pourtant, quelque chose t'a arraché au sommeil avec une précision presque chirurgicale. Pas un bruit, pas un cauchemar. Juste ce réveil, à cette heure-là encore une fois, si tu as plus de 50, 60 ou 70 ans, ou si tu vis avec quelqu'un qui traverse là, tu sais exactement de quoi je parle. Ce réveil nocturne est devenu une sorte de rendez-vous que personne n'a demandé et pourtant il revient, fidèle, presque chaque nuit. Aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne le temps d'explorer ensemble ce phénomène. Pas seulement du point de vue médical, parce que les médecins en parlent souvent, mais surtout du point de vue psychologique, émotionnel et même existentiel. Parce que ce qui se passe à 3 heures du matin chez les personnes âgées, ce n'est pas seulement une question de biologie. C'est souvent le reflet de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui concerne notre rapport au temps, à la mort l'anichevée, à ce que nous avons vécu et à ce que nous avons vécu et à ce que nous allons découvrir ensemble peut surprendre. Peut-être même faire un peu peur, comme le dit ce titre. Mais je veux que tu saches que tout ce que nous allons aborder ici, nous allons le traverser avec douceur, avec bienveillance, parce que comprendre ce qui se passe en nous, même quand c'est inconfortable, c'est toujours un acte de courage et d'amour envers soi-même. Je m'appelle Christophe André. Je suis psychiatre et psychothérapeute. Et depuis de nombreuses années, j'accompagne des hommes et des femmes dans leur rapport à eux-mêmes, à leurs émotions, à leur vie intérieure. Et ce thème du réveil nocturne, je l'ai rencontré des centaines de fois dans mon cabinet. Des personnes qui venaient me voir, souvent épuisées, souvent inquiètes, en me disant « Je ne comprends pas pourquoi je me réveille toujours à cette heure-là. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors aujourd'hui, je voudrais leur répondre. Et répondre aussi à tous ceux qui se posent cette question en silence, dans l'obscurité de leur chambre, à 3 heures du matin. Commençons par le commencement. Parlons d'abord de ce qui se passe dans le corps. Le sommeil n'est pas un bloc uniforme. Il se compose de cycles, généralement d'environ 90 minutes chacun, qui alternent entre phases de sommeil léger, de sommeil profond et de sommeil paradoxal, ce moment où nous rêvons. Quand nous sommes jeunes, ces cycles s'enchaînent de manière relativement fluide. Nous nous réveillons peut-être brièvement entre les cycles, mais nous nous rendormons presque immédiatement, sans même en avoir conscience. Mais avec l'âge, quelque chose change, et ce changement est progressif, souvent imperceptible au début. Le sommeil profond diminue. Les phases de sommeil léger deviennent plus longues, plus fréquentes, et les micro-réveils entre les cycles, qui étaient autrefois invisibles, deviennent de plus en plus conscients. On se retrouve éveillé, on regarde l'horloge, et on voit ce chiffre, 3 heures du matin. Pourquoi 3 heures précisément? Parce que c'est généralement à ce moment-là, après 4 à 5 heures de sommeil, que le premier grand cycle de sommeil profond est terminé. Le corps a accompli sa première grande tâche de réparation et il entre dans une phase de sommeil plus légère, plus vulnérable aux perturbations. Chez les personnes plus jeunes, cette transition est douce. Chez les personnes âgées, elle peut devenir un seuil, une frontière entre le sommeil et l'éveil. Mais voilà où cela devient intéressant sur le plan psychologique. Ce n'est pas seulement le corps qui se réveille, c'est aussi l'esprit. Et l'esprit, lui, a ses propres raisons de se tenir éveillé à cette heure-là. Il y a quelque chose que j'ai observé souvent et que la recherche en psychologie confirme. Les pensées qui nous visitent à 3 heures du matin sont rarement des pensées neutres. Ce ne sont pas des pensées qui nous disent « Oh, il faudra penser à acheter du pain demain ». Non, ce sont des pensées plus lourdes, des pensées qui concernent ce qui est inachevé dans notre vie, ce que nous regrettons, ce que nous craignons, ce que nous n'avons pas encore dit, pas encore réglé, pas encore accepté. Et chez les personnes âgées, ces pensées prennent souvent une couleur particulière. Une couleur teintée de ce que les psychologues appellent le bilan de vie. C'est cette tendance naturelle qui s'accentue avec l'âge à regarder en arrière, à évaluer ce que nous avons fait de notre existence.
à mesurer l'écart entre ce que nous espérions et ce que nous avons vécu. Laisse-moi te raconter quelque chose. Je me souviens d'une femme que j'ai suivie pendant plusieurs années. Elle avait 68 ans quand elle est venue me voir pour la première fois. Une femme active, intelligente, qui avait eu une belle carrière, une famille, des amis. Et pourtant, chaque nuit, elle se réveillait aux alentours de 3 heures du matin et elle restait éveillée pendant 2, parfois 3 heures, envahie par des pensées qu'elle décrivait comme des regrets sur des choix qu'elle avait faits 20, 30 ans plus tôt, des chemins qu'elle n'avait pas pris, des mots qu'elle n'avait pas dits. Quand je lui ai demandé ce qu'elle ressentait pendant ces heures d'éveil, elle a réfléchi un moment, puis elle m'a dit « C'est comme si la nuit me forçait à regarder ce que je refuse de regarder pendant la journée. » Cette phrase m'a profondément touché, parce qu'elle exprime quelque chose d'essentiel. La nuit, et particulièrement ces heures silencieuses entre 3 et 5 heures du matin, est un espace où les défenses que nous construisons pendant la journée s'effondrent. Les activités, les distractions, les conversations, le bruit, tout cela nous permet, pendant la journée, de ne pas regarder certaines choses en face. Mais la nuit, dans le silence, ces choses reviennent. Elles frappent à la porte. Et elles ne partent pas tant qu'on ne leur a pas ouvert. Voilà pourquoi ce réveil fait peur. Pas parce que quelque chose de terrible se passe, mais parce que nous nous retrouvons seuls avec nous-mêmes, sans les protections habituelles. Et cette solitude-là, cette confrontation avec notre propre intériorité, peut être déstabilisante, surtout si nous n'y sommes pas habitués, surtout si nous avons passé des décennies à fuir ce face-à-face. Mais je veux te dire quelque chose d'important avant d'aller plus loin. Ce réveil, aussi inconfortable soit-il, n'est pas ton ennemi. Il est peut-être l'un des messagers les plus honnêtes que tu aies. Et apprendre à l'écouter, plutôt qu'à le combattre, pourrait changer quelque chose de profond dans ta vie. Si ce contenu t'aide à mieux comprendre ce que tu traverses, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Chaque épisode est une invitation à aller un peu plus loin dans la connaissance de toi-même. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle le poids de l'inachevé. Dans la tradition psychologique, et particulièrement dans les travaux d'Erik Erikson, un grand psychologue du développement, on parle d'une tâche fondamentale de la vieillesse, l'intégration de sa vie. C'est la capacité à regarder l'ensemble de ce qu'on a vécu, le bon et le moins bon, et à en faire quelque chose de cohérent, quelque chose qu'on peut accepter, quelque chose qui a du sens. Quand cette intégration se fait bien, on parle de sagesse, d'une forme de paix intérieure, d'une capacité à regarder sa vie avec une certaine sérénité, même si elle n'a pas été parfaite, même si elle a comporté des erreurs, des pertes, des douleurs. Mais quand cette intégration ne se fait pas, quand on résiste à ce travail de réconciliation avec soi-même, quelque chose d'autre apparaît. Erikson l'appelait le désespoir, pas nécessairement un désespoir dramatique, visible, qui se voit de l'extérieur, mais un désespoir silencieux, une sensation que le temps est compté, que les choses importantes n'ont pas été accomplies, que les réconciliations nécessaires n'ont pas eu lieu, que certaines blessures n'ont jamais guéri. Et ce désespoir silencieux, il a besoin d'un espace pour s'exprimer. Et il trouve souvent cet espace dans ces heures creuses de la nuit, à 3 heures du matin, quand tout le monde dort et que tu es seul avec toi-même. Alors qu'est-ce qui reste inachevé dans la vie des personnes qui se réveillent ainsi? Les choses varient d'une personne à l'autre, bien sûr. Mais il y a des thèmes qui reviennent souvent. Le premier, c'est le pardon. Le pardon envers les autres, mais aussi, et c'est souvent plus difficile, le pardon envers soi-même. Combien de personnes portent pendant des décennies le poids d'une erreur commise, d'une décision regrettée, d'un moment où elles n'ont pas été à la hauteur de ce qu'elles auraient voulu être? Ce poids-là, s'il n'est pas déposé, s'alourdit avec les années, et il devient particulièrement lourd dans le silence de la nuit. Le deuxième thème, c'est les relations non résolues. Les conflits avec un enfant, un frère, une sœur, un ami, qui n'ont jamais été vraiment réglés. Les mots qui n'ont pas été dits. Les réconciliations qui ont été reportées, encore et encore, jusqu'à ce que la vie les rende impossibles, parce que la personne est décédée ou parce que la distance s'est tellement creusée qu'on ne sait plus comment la traverser. Le troisième thème, c'est le deuil. Les personnes âgées ont souvent perdu beaucoup, des parents, des amis, parfois des enfants,
ou un conjoint. Et le deuil, quand il n'est pas traversé pleinement, quand on le met de côté parce qu'il faut continuer à vivre, parce qu'il faut être fort, parce qu'on n'a pas le temps ou l'espace pour pleurer vraiment, ce deuil reste là, quelque part en nous. Et il attend. Et à 3 heures du matin, quand les défenses sont basses, il remonte à la surface. Je me souviens d'un homme, un retraité d'une 60aine d'années, qui m'a dit un jour « Je pensais avoir fait le deuil de ma femme, ça faisait 5 ans qu'elle était partie. J'avais repris une vie normale, je voyais mes enfants, mes amis. Mais chaque nuit, à la même heure, je me réveillais et je pleurais. Et je ne comprenais pas pourquoi. Ce que j'ai compris avec lui, c'est que le deuil ne suit pas notre calendrier. Il ne se fait pas en quelques mois, ni même en quelques années. Et parfois, certaines couches du deuil, certaines dimensions de la perte, n'émergent que bien plus tard, quand on est prêt, ou peut-être quand on n'a plus le choix. Ces réveils nocturnes étaient pour lui une invitation à aller plus loin dans son deuil, à toucher des parties de sa douleur qu'il n'avait pas encore osé regarder. Et quand il a commencé à le faire, avec du soutien, avec de la douceur, ces réveils ont progressivement changé de nature. Ils n'ont pas complètement disparu, mais ils sont devenus moins angoissants, presque parfois des moments de communion silencieuse avec la mémoire de sa femme. Voilà ce que peut devenir le réveil de 3 heures du matin, quand on choisit de l'accueillir plutôt que de le fuir. Mais continuons notre exploration, parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Il y a un autre aspect de ce réveil nocturne qui mérite qu'on s'y attarde. C'est la question de l'anxiété existentielle. Et je veux être clair sur ce que j'entends par là, parce que c'est une expression qui peut sembler abstraite. L'anxiété existentielle, c'est cette forme particulière d'angoisse qui naît de la conscience de notre propre finitude, de la conscience que nous allons mourir, que le temps que nous avons est limité, et que certaines choses que nous avons remises à plus tard ne pourront peut-être plus jamais être faites. Cette anxiété-là, nous la portons tous, à des degrés divers. Mais elle s'intensifie naturellement avec l'âge, parce que la mort n'est plus une abstraction lointaine. Elle est devenue une réalité concrète, visible, présente. On a vu des proches partir. On a senti son propre corps changer, vieillir, devenir moins fiable. Et cette conscience de la finitude, si elle n'est pas intégrée, si on n'a pas trouvé un moyen de vivre avec elle, peut devenir une source d'angoisse profonde. Et cette angoisse, comme je le disais, trouve souvent son expression dans ces heures nocturnes. Parce que la nuit est symboliquement associée à la mort dans presque toutes les cultures humaines. La nuit, c'est l'obscurité, c'est l'inconnu, c'est l'absence de lumière. Et pour un psychisme qui porte une anxiété existentielle non résolue, se réveiller dans le noir à 3 heures du matin peut déclencher quelque chose de très profond, de très archaïque. Mais voilà ce que je veux te dire, et c'est peut-être la chose la plus importante de tout ce que nous allons aborder aujourd'hui. La prise de conscience de notre finitude n'est pas seulement une source de souffrance. Elle peut aussi être une source extraordinaire de vitalité, de sens et de présence. Les philosophes, les sages, les mystiques de toutes les traditions l'ont dit à leur manière. C'est précisément parce que la vie est limitée qu'elle est précieuse. C'est précisément parce que nous allons mourir que chaque moment compte. Et cette vérité-là, quand on arrive à l'intégrer, quand on arrive à la regarder en face sans la fuir, elle ne nous paralyse plus. Elle nous libère. Je pense à Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui méditait chaque jour sur sa propre mort, non pas pour se déprimer, mais pour se rappeler de vivre pleinement. Je pense aux traditions bouddhistes qui invitent à contempler l'impermanence, non pas comme une tragédie, mais comme une réalité qui donne à chaque instant sa saveur particulière. Et je pense à ces personnes âgées que j'ai rencontrées, qui avaient traversé ce travail de réconciliation avec leur propre finitude, et qui rayonnaient d'une sérénité, d'une présence, d'une joie tranquille que j'ai rarement rencontrée chez des personnes plus jeunes, parce qu'elles avaient appris à vivre avec la conscience de la mort, et que cette conscience, loin de les alourdir, les avait rendues plus légères. Si ce que nous explorons ensemble résonne avec toi, n'hésite pas à t'abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ces conversations sur notre vie intérieure, elles ont plus de valeur quand elles se partagent. Revenons maintenant à quelque chose de très concret, parce que je ne veux pas que cette conversation reste dans les hauteurs de la philosophie. Je veux qu'elle touche ta vie quotidienne, tes nuits, ton expérience réelle.
Que se passe-t-il concrètement dans le cerveau et dans le corps à 3 heures du matin? Et pourquoi est-ce que ces pensées nocturnes semblent si différentes, si plus lourdes que les pensées de la journée? Il y a plusieurs raisons à cela. La première est neurologique. Pendant la nuit, et particulièrement dans ces heures de transition entre le sommeil profond et le sommeil léger, le cerveau est dans un état particulier. Le cortex préfrontal, cette partie du cerveau qui est responsable de la pensée rationnelle, de la planification, de la régulation des émotions, fonctionne au ralenti. Il n'a pas encore retrouvé son plein régime. Et pendant ce temps, les structures plus profondes du cerveau, celles qui gèrent les émotions, les souvenirs, les peurs, elles, sont actives. Parfois très actives. Ce déséquilibre temporaire crée un état dans lequel nos émotions ont plus de pouvoir que d'habitude sur nos pensées. Les inquiétudes semblent plus grandes. Les regrets semblent plus réels. Ce n'est pas que les problèmes soient objectivement plus graves à 3 heures du matin. C'est que notre capacité à les relativiser, à les mettre en perspective, est temporairement réduite. La deuxième raison est psychologique. Pendant la journée, nous sommes en mode action. Nous avons des choses à faire, des gens à voir, des problèmes à résoudre. Cette orientation vers l'action nous protège, dans un certain sens, de notre vie intérieure. Elle nous empêche de nous attarder trop longtemps sur ce qui est douloureux, sur ce qui est non résolu. Mais la nuit, cette protection disparaît. Il n'y a rien à faire. Nulle part où aller. Et l'esprit, privé de ses occupations habituelles, se retourne vers lui-même. Et il trouve là tout ce qu'il avait soigneusement mis de côté pendant la journée. C'est pour cette raison que les thérapeutes disent parfois que ce qui se passe à 3 heures du matin est souvent plus révélateur de notre état intérieur réel que ce que nous montrons pendant la journée. Parce que la nuit, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas se distraire. On est là, avec soi-même, avec tout ce qu'on porte. Et c'est là que réside à la fois l'inconfort et l'opportunité de ces réveils. Laisse-moi te parler d'une autre dimension de ce phénomène, qui est souvent négligée. C'est la dimension sociale et culturelle. Nous vivons dans une société qui valorise l'activité, la jeunesse, la performance. Une société dans laquelle vieillir est souvent perçu comme une forme de déclin, de perte, de marginalisation progressive. Les personnes âgées sont fréquemment mises de côté, leurs expériences dévalorisées, leur sagesse ignorée. Et cette marginalisation a des effets psychologiques réels. Elle crée une forme de honte autour du vieillissement, une difficulté à accepter les changements que le temps apporte, une tendance à vouloir nier, masquer, résister à ce qui est naturel. Et cette résistance au vieillissement, cette non-acceptation de ce que nous sommes devenus, se manifeste aussi dans ces réveils nocturnes. Parce que la nuit, on ne peut pas prétendre être plus jeune qu'on est, on ne peut pas se maquiller, se coiffer, se mettre en scène. On est là, dans sa vérité la plus nue. Et pour quelqu'un qui n'a pas fait la paix avec ce qu'il est, avec ce qu'il est devenu, cette vérité peut être difficile à supporter. Je pense à cette phrase magnifique du poète Rainer Maria Rilke, qui disait « Les questions que nous fuyons pendant la journée nous attendent patiemment dans le silence de la nuit ». Ce n'est pas une citation exacte, c'est davantage l'esprit de ce qu'il exprimait dans ses lettres, mais elle dit quelque chose de profondément vrai sur notre rapport à nous-mêmes. Alors que faire? Comment transformer ces réveils nocturnes en quelque chose de moins angoissant, voire en quelque chose de constructif? Je voudrais te proposer plusieurs pistes, pas des recettes magiques, pas des solutions rapides, mais des orientations, des invitations à explorer. La première, c'est de changer de rapport à ces réveils. Au lieu de les combattre, de les redouter, de les vivre comme un problème à résoudre, essaie de les accueillir avec curiosité. Quand tu te réveilles à 3 heures du matin, au lieu de te dire « Encore ce fichu réveil », essaye de te demander « Qu'est-ce qui se passe en moi ce soir? Qu'est-ce qui essaie d'émerger? Quelle partie de moi cherche à être entendue ?» Ce changement d'attitude peut sembler anodin, mais il est en réalité très profond, parce qu'il transforme le réveil d'une menace en une invitation. Et cette transformation change toute l'expérience. La deuxième piste, c'est de développer une pratique de présence à soi-même, que ce soit la méditation, la pleine conscience, la prière, l'écriture dans un journal, ou simplement le fait de s'asseoir dans le silence et d'observer ce qui se passe en soi, sans jugement.
Ces pratiques créent un espace intérieur dans lequel les pensées nocturnes peuvent être accueillies, observées et progressivement intégrées, plutôt que repoussées ou amplifiées par l'anxiété. Je sais que certains d'entre vous ont peut-être une résistance à ces pratiques. Peut-être que la méditation vous semble trop abstraite, trop ésotérique, mais je veux vous dire que dans mes années de pratique clinique, j'ai vu des personnes qui n'avaient jamais médité de leur vie, des personnes très pragmatiques, très ancrées dans le concret, qui ont découvert à travers ces pratiques une ressource intérieure qu'elles ne soupçonnaient pas. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de compliqué. Il s'agit simplement de s'arrêter, de respirer, d'être là, de laisser les pensées passer sans s'y accrocher, sans les combattre. Comme des nuages dans le ciel, ils arrivent, ils passent, ils disparaissent. La troisième piste, c'est le travail sur l'inachevé. Et je veux être clair, je ne parle pas de résoudre tous les problèmes de sa vie en une nuit. Je parle de commencer à identifier ce qui est non résolu, ce qui pèse, ce qui attend d'être regardé, et de prendre de petits pas dans la direction de la résolution. Parfois, cela peut vouloir dire écrire une lettre à quelqu'un avec qui on a un conflit, même si on ne l'envoie jamais. Parfois, cela peut vouloir dire parler à un thérapeute, à un ami de confiance, à un prêtre ou à un conseiller spirituel. Parfois, cela peut vouloir dire simplement se permettre de pleurer ce qu'on n'a pas encore pleuré, de reconnaître une perte qu'on n'a pas encore vraiment reconnue, de se pardonner quelque chose qu'on porte depuis trop longtemps. Ces petits pas peuvent sembler insignifiants, mais ils ne le sont pas. Chaque fois qu'on prend un tel pas, on allège un peu le poids que l'on porte. Et progressivement, ces poids, qui pesaient si lourds dans le silence de la nuit, commencent à s'alléger. Je t'invite à continuer à m'accompagner, parce que nous allons maintenant aborder quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Si tu trouves de la valeur dans cette conversation, un like et un abonnement m'aident énormément à continuer ce travail. Merci. Parlons maintenant d'un aspect que j'appelle la sagesse du corps âgé. Il y a une tendance, dans notre culture, à traiter le vieillissement du corps comme une série de défaillances. Le sommeil qui change, c'est une défaillance. La mémoire qui flanche, c'est une défaillance. L'énergie qui diminue, c'est une défaillance. Et on cherche à corriger, à compenser, à contourner. Mais je voudrais te proposer une autre perspective. Et si certains de ces changements n'étaient pas des défaillances, mais des adaptations? Et si le corps âgé, avec sa sagesse propre, était en train de nous préparer à quelque chose? Pense à ce changement du sommeil. Les personnes âgées dorment souvent moins profondément, se réveillent plus souvent, ont besoin de moins de sommeil total. Est-ce que c'est uniquement une perte? Ou est-ce que c'est aussi une manière pour le corps de passer plus de temps dans cet état intermédiaire entre le sommeil et l'éveil, cet état qui est propice à la réflexion, à la contemplation, à l'intégration? Il y a des cultures dans le monde et des périodes historiques où ce réveil nocturne n'était pas vécu comme un problème. Dans l'Europe médiévale, par exemple, le sommeil était souvent divisé en deux parties, séparées par une période d'éveil d'1 à 2 heures. Cette période d'éveil nocturne était utilisée pour prier, méditer, parler avec son conjoint, réfléchir. Elle était considérée comme un moment particulier, presque sacré. Ce n'est qu'avec l'industrialisation, avec l'invention de l'éclairage artificiel, avec la pression de la productivité, que nous avons commencé à considérer que le sommeil devait être un bloc continu de 8 heures et que tout écart par rapport à ce modèle était un problème médical. Mais peut-être que le corps des personnes âgées, en se réveillant à 3 heures du matin, est en train de retrouver quelque chose d'ancestral, un rythme plus naturel, un temps de silence et de contemplation au milieu de la nuit, un espace pour faire le bilan, pour prier, pour être simplement présent à soi-même. Je ne dis pas que ce réveil est toujours confortable. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais chercher à l'améliorer. Mais je dis qu'il peut être porteur d'une signification, d'une invitation, qui mérite d'être écoutée plutôt que systématiquement combattue. Il y a quelque chose d'autre que je veux aborder, et c'est la question de la solitude nocturne. Pour beaucoup de personnes âgées, ces réveils nocturnes sont vécus dans une solitude particulièrement douloureuse. Peut-être que le conjoint est décédé, peut-être que les enfants vivent loin, peut-être que les amis se sont raréfiés avec les années, et se retrouver éveillé à 3 heures du matin, seul dans le silence,
peut amplifier ce sentiment de solitude de manière presque insupportable. Cette solitude-là est réelle, et je ne veux pas la minimiser. La solitude est l'une des souffrances les plus profondes que l'être humain puisse vivre. Et chez les personnes âgées, elle est souvent aggravée par une société qui ne sait pas très bien comment les inclure, comment valoriser leur présence, comment créer des espaces de rencontre et d'échange. Mais il y a une distinction importante à faire entre la solitude subie et la solitude choisie. Entre l'isolement, qui est une souffrance, et la solitude intérieure, qui peut être une ressource. Les grands contemplatifs, les mystiques, les philosophes ont souvent parlé de la valeur de la solitude, non pas de l'isolement, qui coupe des autres, mais de cette capacité à être seul avec soi-même, sans que cela soit une torture, à trouver dans ce silence une forme de présence à soi-même, une forme de paix, voire une forme de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Cette capacité ne vient pas naturellement pour tout le monde. Elle se cultive, elle se développe, et elle peut se développer à n'importe quel âge. J'ai vu des personnes de 80 ans qui, pour la première fois de leur vie, apprenaient à être seules avec elles-mêmes, et qui découvraient dans cette solitude une richesse qu'elles n'avaient jamais soupçonnée. Comment cultiver cette solitude féconde? En commençant par de petits moments, 5 minutes le matin, avant que la journée commence, à simplement s'asseoir et respirer. 10 minutes le soir, à écrire quelques lignes dans un journal. Une courte promenade sans téléphone, sans musique, dans le silence. Ces petits espaces de solitude intentionnelle créent progressivement une relation différente avec soi-même. Une relation moins anxieuse, moins fuyante, plus accueillante. Et quand ces réveils nocturnes surviennent, au lieu d'être vécus comme une agression, ils peuvent devenir une continuation naturelle de cette pratique. Un moment de plus dans ce dialogue intime avec soi-même. Laissons-nous maintenant aller vers quelque chose de plus profond encore. Quelque chose qui touche à ce que j'appelle la réconciliation avec sa propre histoire. Chacun d'entre nous porte une histoire faite de joie et de douleur, de réussite et d'échecs, de moments de grâce et de moments de honte. Et l'une des tâches les plus importantes de la deuxième moitié de la vie, c'est de faire la paix avec cette histoire, de l'accepter dans sa totalité, non pas de nier ce qui a été difficile, non pas de prétendre que tout était beau, mais de parvenir à regarder l'ensemble de son parcours avec une certaine bienveillance, avec une certaine compassion envers soi-même. Carl Gustav Jung, l'un des grands psychologues du XXe siècle, parlait de ce qu'il appelait l'individuation. Ce processus par lequel, au fil de la vie, et particulièrement dans sa deuxième moitié, nous intégrons les différentes parties de nous-mêmes, les parties que nous aimons et celles que nous n'aimons pas, les parties que nous montrons au monde et celles que nous avons cachées, les aspirations réalisées et celles qui ne l'ont pas été. Ce travail d'intégration est un travail de toute une vie, et il ne se fait pas sans douleur, parce qu'il implique de regarder en face des aspects de soi-même qu'on préférerait ne pas voir, des erreurs qu'on a commises, des occasions manquées, des parts d'ombre qu'on a soigneusement tenues dans l'obscurité. Mais quand ce travail se fait, même partiellement, même imparfaitement, quelque chose de remarquable se produit. Une forme de légèreté, une forme de liberté, comme si on déposait un fardeau qu'on portait depuis si longtemps qu'on avait oublié qu'on le portait. Et ces réveils nocturnes, je le crois profondément, peuvent être des invitations à ce travail d'intégration, des moments où quelque chose en nous dit « il est temps de regarder cela, il est temps de faire la paix avec cela, il est temps de te réconcilier avec toi-même ». Je me souviens d'un homme d'une 75 ans que j'ai rencontré lors d'une conférence. Il m'a abordé après ma présentation et il m'a dit, avec une simplicité désarmante, « J'ai passé ma vie à courir, à travailler, à construire, à accomplir. Et maintenant que je suis à la retraite, que j'ai tout le temps du monde, je ne sais plus quoi faire de moi-même. La nuit, je me réveille et je me demande, pourquoi tout ça ? Cette question, pourquoi tout ça, c'est l'une des questions les plus profondes que l'être humain puisse se poser. Et elle est particulièrement présente dans la vieillesse, parce que la vieillesse est ce moment de la vie où on ne peut plus fuir cette question derrière l'activité, derrière les projets, derrière l'agitation. Et cette question n'est pas une question à laquelle on répond une fois pour toutes. C'est une question qu'on habite, qu'on porte
qu'on laisse résonner en soi. Et dans ce processus de résonance, progressivement, des réponses émergent. Pas des réponses définitives, pas des certitudes absolues, mais des orientations, des valeurs, des sens qui donnent à la vie sa texture, sa saveur, sa direction. Cet homme, lors de notre brève conversation, m'a dit quelque chose qui m'a touché. Il m'a dit « Je crois que ce dont j'ai le plus besoin maintenant, c'est d'apprendre à être. Pas à faire, juste à être. Et je ne sais pas comment faire ça. » Et je lui ai répondu « C'est peut-être ce que ces réveils nocturnes essaient de t'apprendre. Ils t'enlèvent la possibilité de faire. Ils te mettent dans un espace où il n'y a rien à accomplir. Et dans cet espace, tu peux commencer à découvrir ce que c'est que simplement être. Si tu veux continuer à explorer ces thèmes avec moi, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne. Chaque épisode est une occasion d'aller un peu plus loin dans la connaissance de soi. Et partager cet épisode avec quelqu'un qui traverse des nuits difficiles. C'est peut-être le plus beau cadeau que tu puisses lui faire. Je voudrais maintenant aborder une question pratique que beaucoup de personnes me posent. Que faire concrètement quand on se réveille à 3 heures du matin et qu'on n'arrive pas à se rendormir? La première chose, et c'est peut-être la plus contre-intuitive, c'est de ne pas essayer de force de se rendormir. Parce que cette tentative de forcer le sommeil crée de l'anxiété, et l'anxiété est précisément ce qui empêche le sommeil. C'est un cercle vicieux que beaucoup de personnes connaissent bien. Au lieu de cela, essaye de changer ta relation à l'éveil lui-même. Dis-toi, je suis éveillé. Ce n'est pas un problème. C'est simplement ce qui est en ce moment. Et je peux être éveillé sans que ce soit une catastrophe. Cette acceptation simple, cette non-résistance à l'état présent, peut avoir un effet remarquable sur l'anxiété nocturne. Parce que c'est souvent la résistance elle-même, le refus d'être éveillé, la lutte contre l'éveil, qui génère la souffrance, pas l'éveil en lui-même. Ensuite, si tu es éveillé et que tu ne peux pas te rendormir, utilise ce temps de manière intentionnelle. Pas en regardant ton téléphone, pas en allumant la télévision, parce que ces stimulations lumineuses et cognitives vont encore plus perturber ton sommeil, mais peut-être en pratiquant une respiration lente et profonde, ou en faisant une courte méditation, ou simplement en laissant ton esprit vagabonder librement, sans essayer de le contrôler. Certaines personnes trouvent utile de se lever brièvement, de s'asseoir dans un fauteuil confortable, d'allumer une petite lumière douce et de noter dans un carnet ce qui leur passe par la tête. Pas pour analyser, pas pour résoudre, mais simplement pour externaliser ses pensées, pour les sortir du tourbillon intérieur et les poser quelque part à l'extérieur de soi. Cette simple action peut apporter un soulagement surprenant. D'autres personnes trouvent du réconfort dans la prière, dans le fait de s'adresser à quelque chose ou quelqu'un qui les dépasse, que ce soit Dieu, la nature, l'univers ou simplement le mystère de la vie. Cette dimension spirituelle, qui peut prendre des formes très différentes selon les personnes et les cultures, peut être une ressource précieuse dans ces heures nocturnes. Il y a aussi la question de la chaleur humaine. Si tu vis avec quelqu'un, peut-être que ces réveils peuvent devenir des moments de connexion douce. Une main tendue dans l'obscurité, un murmure, la conscience de ne pas être seul. Ces petits gestes peuvent avoir une valeur thérapeutique immense. Et si tu vis seul, peut-être que tu peux créer une forme de présence symbolique. Une photo de quelqu'un que tu aimes, un objet qui te rappelle un moment heureux, une lettre d'un ami. Ces ancrages dans la relation, même en l'absence physique des autres, peuvent atténuer la solitude nocturne. Mais je veux revenir sur quelque chose d'important, parce que tout ce que je dis là peut sembler très pratique, très technique, et je ne veux pas que tu perdes de vue la dimension plus profonde de tout cela. Ces réveils nocturnes, dans leur inconfort, dans leur persistance, dans leur mystère, sont souvent des signaux. Des signaux que quelque chose en toi demande attention, que quelque chose en toi n'est pas encore en paix. Et la réponse la plus profonde à ces signaux n'est pas de trouver des techniques pour mieux dormir, même si cela peut t'aider. La réponse la plus profonde, c'est d'écouter ce que ces signaux essaient de te dire. Qu'est-ce qui n'est pas en paix en toi? Qu'est-ce qui est non résolu? Qu'est-ce qui attend d'être regardé, reconnu, intégré? Ces questions méritent d'être posées, méritent d'être habitées, et les réponses, quand elles viennent, viennent souvent avec une douceur et une clarté qui surprennent.
je voudrais partager avec toi une réflexion personnelle. Moi-même, j'ai traversé des périodes dans ma vie où le sommeil était difficile, des périodes de doute, de remise en question, où les nuits étaient habitées par des pensées qui ne me laissaient pas de répit. Et je me souviens d'avoir résisté à ces pensées, d'avoir essayé de les chasser, de les ignorer. Et je me souviens aussi du moment où j'ai arrêté de résister, où j'ai décidé d'écouter. Ce que j'ai découvert dans ce silence, dans cette écoute, m'était pas agréable au début. Il y avait des peurs que je n'avais pas voulu regarder, des doutes sur mes choix, des regrets sur certaines choses. Mais en les regardant, en les laissant être là, sans les combattre, quelque chose s'est progressivement transformé. Ils ont perdu de leur emprise. Ils sont devenus moins menaçants. Et de cette confrontation honnête avec moi-même est né quelque chose que je n'attendais pas. Une forme de paix plus solide, plus authentique que celle que j'avais avant. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que ça se fait en une nuit. Mais je dis que c'est possible. Et que ces réveils nocturnes, aussi inconfortables soient-ils, peuvent être le point de départ de ce voyage vers une paix plus profonde. Approchons-nous maintenant de la conclusion de notre conversation d'aujourd'hui. Et avant de conclure, je voudrais aborder un dernier aspect qui me semble essentiel. C'est la question de la transmission, de ce que nous voulons laisser derrière nous, une des préoccupations profondes qui habitent souvent les personnes âgées dans leur nuit. C'est cette question de la transmission. Qu'est-ce que j'ai transmis à ceux qui viennent après moi? Qu'est-ce que j'ai apporté au monde? Quelles traces vais-je laisser? Et cette question peut être source d'angoisse si on la pose dans un esprit de comparaison ou de compétition. Si on se dit « je n'ai pas accompli de grandes choses, je ne suis pas célèbre, je ne laisserai pas de monument derrière moi ». Mais cette question peut aussi être source d'une profonde paix si on la pose différemment. Si on se demande « quelle valeur ai-je transmise à mes enfants, à mes petits-enfants? Quel moment de présence, de chaleur, d'amour ai-je offert à ceux qui m'entourent? Quelles paroles de réconfort, de sagesse, d'encouragement ai-je donné à ceux qui en avaient besoin ?» La transmission la plus précieuse n'est pas matérielle. Elle n'est pas faite de biens ou de titres. Elle est faite de présence, d'amour, de sagesse partagée. Et cette transmission-là, chacun d'entre nous peut la faire, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit ce qu'il a ou n'a pas accompli. Je pense à cette grand-mère que quelqu'un m'a décrite un jour. Une femme simple, qui n'avait jamais eu de carrière brillante, qui n'avait jamais voyagé loin, qui n'avait jamais accompli de grandes choses au sens où le monde les entend, mais qui, chaque soir, racontait des histoires à ses petits-enfants, qui leur apprenait à regarder les étoiles, qui leur montrait comment faire le pain, comment soigner une plante, comment écouter le silence. Et ce petit-fils devenu adulte m'a dit « Ma grand-mère m'a appris l'essentiel. Elle m'a appris à être présent, à apprécier les petites choses, à ne pas avoir peur du silence. Et ces leçons-là, je les porte en moi chaque jour. Voilà ce qu'est la vraie transmission. » Et si tu te réveilles à 3 heures du matin, avec cette question de ce que tu as apporté au monde, je t'invite à te souvenir de ces moments-là, ces moments simples de présence, d'amour, de partage, ces moments qui, pour ceux qui les ont reçus, valent infiniment plus que toutes les grandes réalisations. Nous arrivons maintenant à la fin de notre conversation d'aujourd'hui. Et je voudrais récapituler les points les plus importants que nous avons traversés ensemble. Nous avons vu que le réveil nocturne des personnes âgées a une dimension biologique réelle. Le sommeil change avec l'âge, il devient plus léger, plus fragmenté. Et ces changements sont naturels, même s'ils peuvent être inconfortables. Mais nous avons vu aussi que ces réveils ont souvent une dimension psychologique profonde. Ils sont fréquemment habités par des pensées de bilan de vie, par des regrets, des deuils non résolus, des conflits non réglés, une anxiété existentielle face à la finitude. Nous avons exploré la notion d'inachevé et comment ce poids de ce qui n'est pas encore résolu se manifeste particulièrement dans ces heures silencieuses de la nuit. Nous avons parlé de l'anxiété existentielle, de la conscience de la mort, et de comment cette conscience, loin d'être uniquement une source de souffrance, peut devenir une invitation à vivre plus pleinement, plus consciemment, plus authentiquement. Nous avons parlé de la sagesse du corps âgé, et de comment ce rythme de sommeil différent peut être vu non pas comme une défaillance, mais comme une adaptation,
voire une invitation à une forme de contemplation nocturne ancestrale, nous avons abordé la question de la solitude et de comment transformer la solitude subie en solitude féconde en cultivant une relation plus profonde et plus bienveillante avec soi-même. Nous avons parlé de réconciliation avec sa propre histoire, de ce travail d'intégration qui est l'une des tâches les plus importantes de la deuxième moitié de la vie. Et nous avons conclu avec la question de la transmission et de comment la vraie transmission n'est pas matérielle, mais faite de présence, d'amour et de sagesse partagée. Tout cela, je veux que tu l'emportes avec toi ce soir. Et si tu te réveilles à 3 heures du matin cette nuit, ou la prochaine, je voudrais que tu te souviennes de ceci. Ce réveil n'est pas ton ennemi. Il est peut-être l'un des messagers les plus honnêtes de ta vie intérieure, et si tu choisis de l'écouter, avec douceur, avec patience, avec bienveillance envers toi-même, tu pourrais découvrir dans ce silence nocturne quelque chose que tu n'attendais pas. Une paix plus profonde, une clarté plus grande, une réconciliation avec toi-même, qui peut changer la qualité de tes jours autant que de tes nuits. La vie, dans toutes ses phases, dans toutes ses saisons, a quelque chose à nous offrir. Même la vieillesse, avec ses nuits agitées et ses réveils à 3 heures du matin, a quelque chose à nous offrir. Elle nous offre l'invitation à aller plus loin dans la connaissance de nous-mêmes, à faire la paix avec ce qui ne peut plus être changé, à savourer ce qui est encore là, à transmettre ce qui mérite d'être transmis. Et cette invitation-là, je crois, mérite d'être acceptée. Avec courage, avec douceur, avec cette forme de grâce tranquille qui est peut-être le plus beau cadeau que la vieillesse puisse nous faire. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu t'a été utile, si ces réflexions ont touché quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un parrain âgé qui traverse des nuits difficiles, peut-être un ami qui se pose ses questions en silence. Peut-être toi-même, dans quelques années, qui aura besoin de te rappeler que ces réveils nocturnes ne sont pas une malédiction, mais une invitation. Prends soin de toi, prends soin de tes nuits, et rappelle-toi que dans le silence de 3 heures du matin, tu n'es jamais vraiment seul. Tu es avec toi-même, et c'est peut-être la compagnie la plus précieuse qui soit. On se retrouve dans le prochain épisode.